Si j'ai bonne mémoire, j'ai fait quelque chose sur l'histoire générale de Metz, après sur le château et les seigneurs de Metz, sur la seigneurie de Saint-Éloi, et c'est le... bonjour. Et c'est le quatrième volet sur l'histoire ancienne, l'histoire médiévale de Metz, et sur le prieuré Saint-Médard. Le prieuré Saint-Médard a quasiment disparu de la mémoire des Messois depuis plus de 100 ans, pour la bonne et simple raison que ce bâtiment a été arasé. Arasé, probablement diverses raisons. D'abord, on l'a abandonné parce qu'il n'y avait plus de moines, mais en plus, cette rue, que tout le monde connaît, la rue de la Ferté-Alais, en fait, autrefois, elle était déportée le long des façades, autrement dit le long du café, le long de l'ancienne maison des Bouilles, pompe funèbre maintenant, et puis plus tard, on a trouvé que c'était mieux, au lieu de faire un V, d'aller tout droit, et on a fait sauter tout ça, peut-être les derniers débris du prieuré Saint-Médard ont disparu à ce moment-là. Je vous signale cependant qu'il y a peut-être 20-30 ans, les employés communaux avaient fouillé dans ce coin, et je me souviens encore de Marceau Pointeau, qui est originaire de Valpuiseau, qui m'a dit « Thierry, on a trouvé les murs de Metz ». Alors il s'était un petit peu trompé, c'était pas les murs de Metz, mais c'était sûrement les murs du prieuré. C'était sûrement les murs du prieuré. Voilà. Alors, sur cette photo, j'ai un peu triché pour que ce soit, facilement lisible. J'ai mis ce prieuré sur le trottoir à la sortie du parking. Mais en fait, non. Grâce à ce système, je vais vous faire passer. Voilà. Non, c'est pas là. Voilà, alors ça c'est la vue générale, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose d'ici, mais on voit ce petit bâtiment rouge qui, je crois, est grossi à la photo suivante. Voilà, et voilà, et on voit ce prieuré, et alors la route, elle est là maintenant, et autrefois elle passait le long des façades, et il y avait en face, sur le trottoir d'en face, il y avait le prieuré Saint-Médard. Oui, il est sous la chaussée. Aujourd'hui, alors, on a été voir les restes de la seigneurie de Saint-Éloi et la Grange aux Dîmes, qui est encore debout et c'est commode, mais là, je ne vais pas vous emmener au milieu de la route, ce serait peut-être un peu dangereux, puis finalement, il n'y a pas grand-chose à voir, quoi. Il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, là, c'est le plan. C'est le plan de 1777. C'est en quelque sorte le grand frère de ce plan qui est conservé dans la mairie. Mais si vous regardez ce plan dans la mairie, vous verrez que déjà, ce bâtiment a disparu. On ne le voit plus. En fait, il y avait une petite trace, mais quand il a été restauré il y a une vingtaine d'années, la trace a été recouverte par les effets d'aquarelle qui ont été remis.
Donc on voit plus le prieuré. Là, on le voit très bien. Et si on va un peu plus loin, voilà, là on grossit. Non, et puis alors après, on a la simulation. Voilà. Alors ça, c'est le travail réalisé par Dominique, hein, à partir d'indications que je lui ai données. Et on voit bien ce prieuré qui s'intègre dans tout l'ensemble religieux de Metz, qui avait, si on peut dire, si vous passez-moi l'expression, ça avait de la gueule. Hein, parce qu'on avait l'église Saint-Médard, grosso modo, c'est celle d'aujourd'hui. On avait la maison de justice qui bouchait le passage d'aujourd'hui, et on avait après l'église Notre-Dame, qui est l'endroit exact où nous nous trouvons en ce moment ici même. Hein, vous avez encore la porte de Saint-Médard, de Notre-Dame, qui est là à gauche en sortant de la salle du conseil. Voilà. J'ai figuré ce petit bâtiment, mais en fait, je pense qu'il était un peu plus grand. Il était un peu plus grand, et peut-être au cours des siècles, y a-t-il eu certaines démolitions. Le prieuré Saint-Médard est qualifié de monastère, et on peut supposer qu'il y avait toute une communauté religieuse dedans, associée peut-être même à des moines convers, c'est-à-dire des moines paysans qui étaient au service de la communauté religieuse, mais qui n'étaient pas réellement des religieux. Et cette assez grande communauté s'est amoindrie parce que, à partir du XVIe siècle, le prieuré est qualifié de prieuré simple et régulier, et surtout, je vais en parler plus tard, il passe en commande, c'est-à-dire que le prieur ne réside plus, c'est simplement un prieur qui perçoit les bénéfices, les impôts et les bénéfices au profit du prieuré et de la seigneurie qui est associée, quoi. Encore un mot sur la toponymie de Metz. Cette rue qui passe devant c'est marqué là, c'est la rue du cul-de-sac. Hein, c'est pas la rue de la Ferté, c'est la rue du cul-de-sac, parce que le carrefour n'est pas percé. Vous arrivez sur la route d'Étampes à Milly-la-Forêt, et là, il y a eu un alignement de façade. La rue n'a été percée qu'en 1836, je crois. Hein. Voilà. Prieuré Saint-Médard sur la rue du cul-de-sac. Alors, je vais parler un petit peu. Vous savez, tous les prieurés sont sous l'autorité d'une abbaye. Donc, l'abbaye mère du prieuré Saint-Médard de Metz, c'est l'abbaye Saint-Lomère de Blois. Je passe à la vue suivante. Voilà, bon, un monastère royal qui est protégé par le comte de Blois et par le roi de France. Et c'est une abbaye bénédictine. Donc le prieur de Metz est un bénédictin. Hein, et ils sont rattachés à la congrégation de Saint-Maur, ce qui n'a rien à voir avec l'abbaye de Saint-Maur, c'est toute la congrégation, tout l'ensemble des religieux. Alors l'abbaye Saint-Lomère de Blois, c'est une église par contre qui est encore tout à fait debout aujourd'hui, c'est Saint-Nicolas. Si vous connaissez un peu Blois, vous avez bien sûr la cathédrale, qui est assez récente hein, dans l'histoire, et puis vous avez un édifice médiéval, un peu plus bas, un peu plus près de la Loire, et qui est l'église Saint-Nicolas, et qui a été l'église de l'Hôtel-Dieu de Blois. Hein. Cet édifice a encore belle allure quand on voit la ville de Blois depuis la Loire. Alors, Saint-Lomère n'a pas été... l'abbaye Saint-Lomère n'a pas toujours été à Blois. En fait, il y a une existence beaucoup plus ancienne.
cette abbaye a été située et créée dans un petit bourg du Perche qui est Moutier-au-Perche. Voilà, qui est sûrement le lieu où étaient les ancêtres de Claude du Perche. Bon, ça est encore autre chose, voilà. Ouais, c'est attesté, il paraît, hein, voilà. Alors, cette abbaye a été créée là, vers, je crois, on dit 575, hein, c'est très ancien, par le saint lui-même, Saint Lomère. Et Saint Lomère, il y a encore un petit hameau à côté qui s'appelle le Pas Saint-Lomère, qui est à côté de Moutier-au-Perche. Et cette abbaye a rayonné, elle a peut-être déjà eu une dépendance à Metz, je vais y venir. Et puis, les Normands, ces méchants Normands, sont passés par le Perche après avoir débarqué sur les côtes, et ils ont ravagé l'abbaye dont je vous parle, qui s'appelait l'abbaye de Corbion. L'abbaye de Corbion. Et ils sont partis parce que ils sont partis avec leurs reliques, ils ont cherché où se loger, et le comte de Blois les a d'abord hébergés dans son château, dans la chapelle comtale du château, et puis ensuite ils ont eu leur propre abbaye, Saint-Lomère, où ils sont restés et d'où ils ont rayonné jusqu'à la Révolution. Alors, cette référence à Corbion, en fait, nous en avons une trace. Alors, je vais vous montrer quand même. Je vais vous montrer, voilà, le blason de Saint-Lomère. Oui, ça c'est dans la chapelle comtale au château de Blois. Voilà le plan de Blois. Voilà, et là on voit cette abbaye qui est dans le plan très conforme aux abbayes, avec un cloître, une abbaye, une église abbatiale, et tous les bâtiments conventuels qui vont avec, et puis on donne l'Igeris Fluvius, le fleuve Loire. Voilà. Tu as fait, Dominique, tu as donc le plan. Voilà, oui. Alors, je passe. Voilà, oui. On voit bien ces clochers pointus, hein, quand on passe sur la route en bord de Loire, on voit très bien cette église. Le Saint, tu en sais plus que moi, c'est le Saint, c'est Saint-Lomère. Ah, ça c'est la succession des rois de France. Voilà. Alors, dans cette histoire de Corbion, abbaye dans le Perche, devenue abbaye Saint-Lomère de Blois, il y a un texte qui est daté de 860, on va dire un diplôme, qui est collecté dans cette très belle collection qui a été faite par les historiens au XIXe siècle, recueil des historiens des Gaules et de la France. Et si on plonge, si on feuillette les pages, on finit par trouver ce texte de 860, qui dit à un moment donné, j'espère que je vais le trouver assez vite, peut-être que je ne vais pas le voir. Enfin, vous allez voir, on voit Villa Massia. C'est pas écrit Metz, c'est écrit en latin. Le slide d'après. Ah oui, alors d'accord, pardon. J'ai un bon assistant, hein, voilà. Alors, Enzi, c'est Stampenzi, hein, pays détente. Pago Stampenzi. Et puis après, Villa Massia. Cum avec les dépendances.
Voilà, alors on est très fiers d'avoir ce texte qui date de Charles le Chauve, roi carolingien, qui a été un temps empereur, comme petit-fils de Charlemagne. Mais, il faut dire tout de suite, en toute honnêteté, les historiens sont comme ça, hein, il faut être très honnête et très objectif. Ce texte est probablement un faux. Ce texte est probablement un faux. Alors je suis tombé là-dessus un jour, puisque j'ai cherché, on cherche, on fouille, on trouve des livres, et puis un beau jour on trouve, tiens, ce texte dont on est très fier, c'est un faux. Et l'historien qui dit pourquoi explique très bien que, d'abord, le texte est rédigé dans un texte qui plutôt est du XIIe siècle. Hein, c'est pas comme ça que s'exprimait, hein, Jean-Claude, c'est pas comme ça qu'on s'exprimait 400 ans avant. Donc il y a quelques petites raisons qui font penser que ce texte est un faux, qui aurait été produit par les moines de Saint-Lomère de Blois pour prouver quelque chose. Alors prouver quoi? Moi je pense qu'on peut, en raison de la situation à Metz, on peut très bien avoir une lecture très précise. C'est une piste, hein, on est sûr de rien en histoire, hein, on a rarement des preuves, mais vous savez, je vous ai raconté l'année dernière l'arrivée de Louis VI le Gros, qui prend le château fort de la Ferté-Alais, et qui s'approprie tout le domaine, toute la vassalité de la Ferté-Alais, dont Metz est dedans. Et il y a à ce moment-là une bagarre entre une communauté religieuse préexistante, c'est Saint-Lomère avec Saint-Médard, et la nouvelle communauté qu'on implante, qui est Saint-Éloi, que le roi de France, le roi des Capétiens, implante à Metz. Et très certainement, à mon avis, pour bloquer l'influence de Saint-Lomère de Blois, qui est très certainement en bonne relation avec le comte de Blois, et le comte de Blois n'est pas copain avec le roi capétien. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le roi de France ne règne pas, n'est pas le maître en son royaume partout. Hein. Le domaine, ce qu'on appelle le domaine royal, qu'on appellera plus tard le domaine de la couronne, c'est en gros l'île de France, rallongée jusqu'à la Loire par le sud, et qui s'étend un peu sur le Soissonnais et le Vexin au nord. Voilà. Et alors là, il y a des zones d'influence avec des gens qui sont félons, comme on dit, pas fidèles au souverain. Et la Ferté-Alais, à un moment donné, est passée sous la tutelle directe du roi de France, Louis VI le Gros. Et là, il y a toute une série d'actes qui, eux, sont connus. Voilà. Un de 1120, où les moines de Saint-Lomère et de Metz viennent réclamer au roi Louis VI le Gros, qui est dans son château à La Ferté, le maintien de leurs droits sur Metz. Alors celui-là est authentique, il n'a jamais été contesté, il est de 1120. Mais voyez, si vous mettiez côte à côte ces deux textes, 860 et 1120, on voit bien les moines de Saint-Médard de Metz qui viennent voir le roi et qui lui montrent ce vieux papier de 860, et en lui disant pas que c'était un faux. Voilà. Ça tombe assez bien ce que je vous raconte. Hein. Je pense que c'est probablement pas loin de la vérité. Ce qui ne veut pas dire que la possession de Saint-Médard n'est pas... elle est peut-être de 860 quand même. Hein. Bon, cette église Saint-Médard est très ancienne. On a bien, vous voyez, quand on montre les murs avec ces pierres posées en opus picatum, ça date plutôt des Visigoths. Bon, il y a sûrement des choses qui montrent que cette église est très ancienne et qu'elle était... Il y avait peut-être un oratoire de Saint-Médard à Metz qui préexistait, et Metz
Metz, Villa de Metz, Villa Massia. Après tout, c'est probable. Mais en toute honnêteté, il faut dire, l'acte de 860 est un faux. Alors, une fois que tout ça est bien installé, donc vous avez ces deux pouvoirs, Saint-Éloi d'un côté, Saint-Médard de l'autre, et Saint-Médard va continuer à administrer ses biens. Il y a la vie spirituelle d'un côté, et il y a une communauté religieuse, mais ces moines, ils ont beaucoup de revenus, et ils ont une place très importante dans la vie locale de Metz. Voilà, je vais passer à ce plan, et ça c'est un plan moderne de Metz, mais j'ai marqué en rouge tout ce qui appartient au prieuré Saint-Médard. Alors donc là j'ai marqué le prieuré. Très vite, tout autour de Metz, il y a deux moulins. Il n'y a pas le moulin Saint-Éloi, il appartient à la seigneurie de Saint-Éloi. Mais il y a le moulin Brézé et le moulin de la ville. Toujours debout, nos moulins à Metz. Hein. Voilà, je continue. Il y a le moulin Neuf, qui était très probablement associé à un autre moulin totalement disparu, un moulin à Foulon. On a des traces, hein, je ne les ai pas ici, c'est un autre sujet, mais il y a un moulin à Foulon à côté du moulin, de l'actuel moulin Neuf qui est toujours debout. Alors, il y a aussi un autre moulin qui, lui, est totalement disparu, c'est le moulin Gauthier. Le moulin Gauthier est à la limite de Bonnevaux, hein, pas très loin du château de Bonnevaux. Si vous prenez un petit chemin, vous arrivez, là on voit encore des pierres qui montrent plus ou moins un bief. Hein, il y a toute chance de... C'est ce qu'on appelle à Metz le moulin Gauthier. Et puis il y a les fermes. Toutes disparues d'ailleurs, je le dois dire. Donc vous avez un lieu-dit à Metz, on l'appelle toujours la Chartrerie, c'était deux fermes, la grande et la petite Chartrerie. Une ferme, elle aussi totalement disparue, au pied du Comard, avant l'Ardennais, on va dire, hein, avant ce fond de vallée sèche qu'est l'Ardennais. C'est la ferme du Vau, VAU. Il y a toujours un lieu-dit, le Vau, par là, hein, chemin du Vau. VAU, hein, Vau comme Val. Il y a une autre ferme ici, dont il ne reste plus rien non plus, à part quelques pièces de monnaie qu'on trouve quand on cherche un peu, qui datent de Louis XIII, c'est ce qui correspondrait assez bien. La ferme des Vaux de Villiers. C'est écrit Vaux de Villiers, non pas Haut de Villiers. Ça, c'est les déformations de la toponymie au cours des siècles. On écrit, on retranscrit, puis un beau jour, on change un V en H, hein, les Hauts de Villiers, mais c'est les Vaux de Villiers. Et on a un texte, on a un acte de 1499 qui dit que le prieur de Saint-Médard, mais qui à l'époque est le châtelain du château de Metz, de Berzeau, conclut ou remet sur pied un bail ancien avec un agriculteur de Valpuiseau qui s'appelle Martin, Jean Martin. Et il est stipulé dans ce document que la ferme a été démolie pour fait de guerre. On est en 1599, on devine très bien qu'on est à la sortie des guerres de religion et qu'il y a eu beaucoup de dommages assez graves dans la région. Et voilà, ça, c'en est un exemple. Donc cette ferme des Vaux de Villiers, dont je viens de parler, on va dire, ses revenus, ses bénéfices sont au service, font vivre la communauté de Saint-Médard. Elle est où exactement ? Elle est, alors pour ceux qui connaissent la plaine de Metz, elle est au bois des Masures. Je ne sais pas si tu sais, tu vois où est Gennevrel, hein, la butte de Gennevrel, petit renflement, petit mamelon au milieu de la plaine. Bon, je vais dire, puisque moi je suis du quartier, tu sais qu'il y a un endroit qu'on appelait la vigne à Dacy. Tu sais ça, non ? Il y a un lieu dit la vigne à Dacy à Metz. Hein. Et ben, si tu montes un petit peu au-dessus, là tu arrives sur... C'est à droite quand on va
Oui, alors quand on prend la route de Valpuiseau, c'est sur la gauche. Sur la gauche, voilà. Sur la gauche, et il y a cet ensemble de collines avec un petit bois. Hein, c'est Bois des Masures et la ferme est juste à côté. La ferme est juste à côté. Voilà, alors j'ai réservé le morceau, je crois que j'en ai oublié qu'un, mais je sais pourquoi. C'est la maladrerie. Voilà. Ça, on va dire c'est le morceau de choix des dépendances de Saint-Médard. Donc il y a à Metz un établissement qui loge, qui soigne et qui tient à l'écart les lépreux. La lèpre, c'est le grand fléau du XIe, du XIIe siècle. Et donc il y a une maladrerie à Metz. Et c'est un peu entouré de mystère. On n'a pas beaucoup de documents sur ce sujet. Mais voilà, d'après ce... Ah non, ça c'est... Voilà, si, chantier de la maladrerie. Voilà. Donc, si vous prenez le chemin de Tramerolles qui monte vers les plateaux, qui monte vers la ferme de Danjouan, hein, c'est là qu'il y a beaucoup de sites archéologiques, des abris gravés. Enfin, notre ami David n'est pas là aujourd'hui, mais vous voyez. Et alors, pas très loin, vous avez aussi le site de la maladrerie de Metz. J'ai jamais rien trouvé, c'est vrai. Mais voilà. Si je pousse un peu, si je vais, voilà, chantier. Ouais, ce chantier s'appelle chantier de la maladrerie. Alors bon, ça c'est du dialecte local. Hein. On dit pas maladrerie, on dit maladrerie. Peut-être même parfois on écrit M-A-L-A-D-E-R-I-E. Et on imagine que c'est c'est plausible parce que cet endroit qui est reculé, hein, un peu à l'écart des voies de communication, correspond très bien à un endroit d'isolement, à la limite de Metz et de Gironville. Alors il y a des textes, quand même, qui nous disent, il y a une maladrerie, c'est pas une pure invention, il y a des textes qui nous disent que vous avez ça, Xavier, non? J'ai retrouvé les plans, mais c'est le même plan. En fait. Oui, c'est celui-là, d'accord. Oui, oui. Moi, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé pour aujourd'hui, mais j'ai une petite carte, sûrement faite au XVIIIe siècle ou au XIXe, avec des petits signes. Et il y a un signe spécial maladrerie, et on voit qu'il y a une maladrerie en particulier, il y en a à Étampes, bien sûr, mais il y en a aussi dans deux villages, c'est Sacla et Metz. Et Sacla est aussi un village très ancien qui remonte à l'Antiquité, hein. Et ils avaient aussi leur maladrerie. Alors les maladreries, bon, il n'y a plus de lépreux à partir du XIVe siècle. Je pense que la lèpre est un vieux souvenir et probablement cet établissement va tomber en ruine. Comme tout établissement religieux, il a des bénéfices pour le faire vivre, c'est-à-dire on lève l'impôt sur des territoires, sur des paysans, et il y a certainement des revenus attachés à la maladrerie de Metz. Je ne les ai pas trouvés. J'ai pas trouvé, voilà. L'histoire, c'est comme ça. On s'en reverra peut-être un jour et je vous dirai, j'ai trouvé des choses sur la maladrerie de Metz. Par contre, là aussi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais j'ai de bonnes présomptions. Il y a un livre très important qui est l'histoire de Saint-Louis par Duby, le grand historien. Et Duby dit que Saint-Louis visitait beaucoup les maladreries. Et en particulier comme Metz, du fait du comté de la Ferté, est dans le domaine royal, c'est pas impossible que Saint-Louis soit venu à la maladrerie de Metz. D'autant que ces rois de France, ils avaient un château où ils résidaient beaucoup à Étampes, mais ils en avaient un aussi déjà à Fontainebleau, qui n'avait rien à voir avec le grand palais d'aujourd'hui, mais qui était un château avec donjon, hein, où d'ailleurs Louis VII, ancêtre de Saint-Louis, est mort.
Et pourquoi il passait bien par Metz pour aller à Fontainebleau. C'était à peu près la même. Hein. On sait bien que Saint Bernard est venu prêcher et a fait des miracles à l'église de Metz. Alors bon, et oui. Donc, en revenant d'un grand, pas un concile, mais enfin une grande réunion, un synode à Étampes. Voilà, il s'est arrêté à Metz, puis à Milly, et il y a fait des miracles. Hein. Voilà, c'est rapporté dans quelques usages, dans quelques ouvrages hagiographiques. Alors cette histoire de maladrerie, elle mérite qu'on fouille un peu. Hein. Et puis voilà, on est fiers d'avoir eu cet établissement qui était un quasi-hôtel-dieu, si on veut, quoi. Ce qui prouve l'importance du bourg de Metz. C'est pas un petit village, un bled perdu. C'est déjà un bourg. À partir du XIVe siècle, on dit la ville de Metz. Et pour prononcer le mot de ville à cette époque, c'est pas difficile. Il faut penser que c'est une localité entourée de remparts. Hein, sinon, on n'a pas le qualificatif de ville. Hein. Alors, je continue. Voilà. Alors ça a beaucoup d'allure. J'ai choisi ça. Ça vient des archives de Blois. Hein. Ça vient des archives de Blois. Ça illustre tout ce que je vais dire. Pas forcément ça. On y viendra au début, mais il y a toute une histoire autour du prieuré Saint-Médard. Il y a notamment quelque chose que je vous ai pas encore mentionné, mais il y a surtout une lutte entre les moines, la communauté de Saint-Éloi, qui est à Paris, hein, dont le centre est Paris, la seigneurie, le prieuré Saint-Éloi de Paris, qui a une dépendance, une vassalité à Metz, seigneurie de Saint-Éloi. Et puis les moines du prieuré de Saint-Médard, et notamment, il y a une procédure judiciaire je vous en donne la date, oui, c'est 1388, voilà. Alors, la sentence a été rendue au Châtelet de Paris. Donc, c'est la grande juridiction parisienne, près du Château Royal, hein. Le 21 mars 1348, rendu entre les religieux de Saint-Éloi et frère Hubert Leclerc, prieur de Saint-Médard de Metz. Alors, tenez-vous bien, sur la prétention respective des dites parties sur les dîmes des agneaux. Voilà, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on tondait un agneau, il y avait un produit, il allait à la grange aux dîmes, on percevait une partie pour le clergé, et là ils se sont bagarrés, est-ce que la dîme sur les agneaux elle va à toi ou elle va à moi? Voilà, bon, donc, et je pense que ça les a occupés un certain temps. Hein. Et puis il y a cet autre acte qui est de 1408 et qui concerne la construction de la petite maison de justice devant laquelle tout le monde passe, hein, puisque c'est le passage maintenant entre la poste et l'église. Et cet acte de 1408, qui fait surtout mention du prieur de Saint-Éloi de Paris, de Corbigny, Guillaume de Corbigny, je crois, hein. Mais on se sent obligé dans l'acte de dire que les moines de Saint-Médard auront le droit de passage par la petite maison de justice pour aller se reposer entre les offices dans la chapelle, dans leur chapelle particulière qui est à l'église Notre-Dame. Donc, vous voyez un petit peu toutes les précautions oratoires et écrites qu'on prend pour qu'il n'y ait pas trop de bagarres entre ces deux communautés qui se sont partagées Metz pendant plusieurs siècles, quoi. Hein, voilà. J'ai même trouvé autre chose qui était assez rigolo. J'en ai pas lu. Je l'ai lu un jour sur Internet et puis ce prieuré, comme beaucoup de communautés religieuses, à partir de la guerre de Cent Ans, il rentre en déclin. Je vais vous expliquer ça encore un peu plus en détail. Et il y a une inspection. Je crois que c'est l'archevêque de Sens
Et on inspecte le prieuré Saint-Médard et on trouve plus, il manque une Bible et le sous-prieur avoue humblement qu'il l'a vendu. Il l'a vendu parce qu'il fallait bien se faire un peu de sous. Oui, c'est bon, d'accord. T'as plein de documents là-dessus. Oui, alors on vendait les miniatures peut-être. Oui. Voilà, alors là on est déjà dans une période de déclin et puis va finalement arriver ce qui sera vraiment la sentence de mort, de grand déclin de ces communautés religieuses rurales. C'est ce qu'on a appelé la mise en commande. C-O-2-M-E-N-D-E. La mise en commande, c'est une espèce de captation de bénéfices. C'est-à-dire que les grands dignitaires s'approprient les revenus des petites communautés religieuses et puis pour vivre, ils donnent la portion congrue à ceux très congrue d'ailleurs, oui, aux moines qui sont sur place. Et il y en a de moins en moins, et puis finalement, il n'y en a plus, quoi. Et c'est ce qui arrive au tournant du XVe et du XVIe siècle. La mise en commande est en route et les seigneurs laïcs, les résidents du château, en profitent. Et donc, on voit passer comme ça les hureaux, les berceaux, les refuges, tous ces gens qui sont seigneurs de Metz. Et il y a un hureau qui a fait de grandes études de théologie et qui devient le prieur commendataire de Saint-Médard de Metz, quoi, de prieur commendataire du prieuré Saint-Médard. Hein. Et comme ça, donc, il y a tout un long processus qui donne lieu à de multiples procédures. J'en arrive quand même à ce très beau document qui provient des archives de Blois. Et en gros, ça veut dire la vie locale est beaucoup transformée, mais au plan du décorum, les choses sont intactes. Au plan de l'institution religieuse, c'est intact. Et on ne nomme pas un prieur de Metz sans qu'il y ait une signature royale. Alors, Louis, c'est pas le roi, non, ça c'est ce qu'on appelle la main du roi. Hein, c'est le monsieur qui un officier royal, bon, c'est pas rien non plus, mais il a la main, c'est lui qui signe en lieu et place du roi. Hein. Mais par contre, il y a Philippot, qui est ministre, hein, ça c'est un ministre du roi, quoi. Hein. Et donc, c'est la lettre d'attache. Ça vient de Rome. Donc déjà, c'est le pape qui a dit on veut bien que. Hein, et le roi, en quelque sorte, contresigne. C'est cette habitude qu'on a en France de ce qu'on a appelé le gallicanisme. Il y a une tendance française qui est peut-être la lointaine ancêtre du laïcisme, d'ailleurs. Il y a quelque chose d'assez semblable, c'est-à-dire le pouvoir civil dit le pouvoir religieux est à sa place, mais chez nous, on est chef et on nomme les évêques, on nomme les curés, on nomme les prieurs, voilà. Bon, voilà, ce document, c'est un acte de gallicisme, si vous voulez. Et alors, je sais plus ce qu'il y a. Ah non, ça j'y reviendrai pour la fin. Mais je vais encore vous lire quelque chose qui date de 1713 et qui nous donne une certaine idée. C'est l'installation du prieur. Aujourd'hui, 29 septembre 1713, en vertu de certaines lettres de provision du prieuré de Saint-Médard de Metz, diocèse de Sens, accordées à Don Gilles Dumont, prêtre religieux professe de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur, en cours de Rome, en forme gracieuse, en date du 23,
avant le 29 septembre, ou comme il est porté dans les lettres de provision, datum Roma, à nous présenter par Don Gilles Dumont et certifié véritable Verdier et Lemarié, banquier expéditionnaire en cours de Rome. Signés et paraphés d'eux le 3 juillet 1713 et contrôlés le même jour à Paris, c'est du même genre de ça, hein, le contrôle à Paris, nous, Pierre-André Textoris, prêtre curé de Saint-Médard de Metz, commis à l'effet de présence par Monseigneur le doyen de la chrétienté d'Étampes, par la commission du 27 du présent mois et signé Voiseau, avons mis en possession réelle, actuelle et corporelle du prieuré Saint-Médard de Metz, dont Gilles Dumont, pour en jouir de tout droit, appartenance, revenus, fruits et émoluments. Émoluments quelconques, est-il précisé. Par l'entrée libre de l'église paroissiale. Donc on a fait entrer le prieur. Par l'entrée libre de l'église paroissiale dans laquelle est le prieuré, où étant, Don Gilles Dumont s'est prosterné au pied du maître-autel et a fait la prière, a chanté le Veni Creator, baisé l'autel, et est allé prendre place dans le banc du prieuré. Donc il y a un banc spécial pour le prieur, les moines, dans l'église. Est allé ensuite dans la maison priorale. Donc ils sont ressortis, peut-être par la petite porte. Hein oui, il y a une porte après la sacristie. Hein, moi, à mon avis, cette porte, elle donne sur le elle est faite pour le prieur. Hein. Voilà. À laquelle prise de possession que j'ai lue et publiée à haute et intelligible voix. Personne ne s'y est opposé, de quoi Don Gilles Dumont nous a donné acte, ce que nous lui avons accordé. Fait à Metz, le même jour que dessus, en présence de maître Georges Allaire, hein, vieille famille de la région, procureur fiscal, maître Jean, alors le premier c'était Georges, maître Jean Allaire, greffier de la prévôté de Metz, maître Pierre et Gilles Granger, chirurgien, Pierre Delorme, fils, qui ont signé avec nous. Voilà, hein, ce que c'est pour, comment dire, pour souligner tout cet apparat, même si le prieuré est presque en ruine et le prieur n'y réside sûrement pas souvent. Bien que, si on regarde d'assez près, il y a les messes qui sont faites, comme on dit, dites par le père curé, mais il y a les messes qui sont celles du prieur. Et attention, le prieur est payé, je crois, par le seigneur Châtelain, mais le prieur Châtelain oublie de verser, et donc ça donne lieu à des procédures et des procès. Et le prieur de Saint-Médard n'est pas content parce qu'il dit ses messes, mais il n'est jamais payé, et donc ça donne lieu à quelques procédures, quoi. Hein. Mais vous savez, ces histoires de portions congrues et de messes qui ne sont pas payées, il y en a, si vous voulez, il y a plein d'archives à Chamarande là-dessus. Hein. Voilà, alors bon, à la fin, on est quelques années avant la Révolution, c'est le seigneur de l'époque qui a tout racheté, Jean-Joseph Bataille de Française d'Aville, celui qui fait établir tous ces très jolis plans, dont le premier que je vous ai montré tout à l'heure, et donc tout est affermé à Française d'Aville. Et c'est sûrement à l'époque, c'est à cette époque-là qu'on détruit le bâtiment du prieuré qui sert vraiment plus à rien. Hein. Il y a une période où le terme de prieuré reste encore présent parce que il y a cet enclos qui n'est plus le cimetière communal, mais qui est toujours emmuré. Et les murs sont debout. Et il y a un petit texte qui dit que le troupeau du charcutier, Monsieur Houry, lointain ancêtre des Boussingault,
Monsieur Houry, charcutier, avait son troupeau de moutons, parce qu'il n'y avait pas que des porcs dans les charcuteries, il y avait aussi des moutons. Et le troupeau de moutons doit passer entre les murs du château et les murs de la prieuré. Oui, parce que, voilà, prieuré est au féminin. Si vous allez voir à Mépuy, vous avez une rue de la prieuré. Hein. Bon, ce terme est au féminin pendant très longtemps, quoi. Je fais une petite parenthèse pour dire, bizarrement, ça vaut le coup de rapprocher tout ça. À Mépuy, il y a une rue de la prieuré et il y a une église consacrée à qui? À Saint-Médard. Hein. Alors, je pense qu'il y a une grande parenté. C'est peut-être la même communauté qui allait de Saint-Médard à Mépuy, à Saint-Médard à Metz. Tout ça n'est pas impossible et peut-être ils empruntaient ce chemin qui passe dans cette vallée très abandonnée entre Gandevilliers et Mépuy qui s'appelle la vallée de Josaphat. C'est possible. Parce que cette vallée, hein, avec un chemin tout droit, voilà. Bien, alors écoutez, il y a quand même quelque chose que je vais arriver quasiment au bout de mon exposé. Il y a quand même quelque chose que je dois dire qui est une découverte récente. Et ah non, je devais vous lire. Oui, voilà, c'est ça. À la Révolution, on vend bien sûr tous les biens du clergé, hein, et on fait un état de ce qui n'est plus, mais de ce que ça vaut. Et alors je vais vous lire la déclaration de la seigneurie de Saint-Médard. On ne dit plus le prieuré. Bon, c'est une seigneurie parce que ce sont des biens, nobles. Ce sont des biens nobles de l'ordre du clergé, le deuxième ordre. Et donc, vous allez écouter tout ça, hein, c'est assez en détail. 7 sacs, 2 boisseaux de métail à recevoir à Mépuy, 20 livres, 3 sacs, 2 boisseaux de blé à Cognampuy, ferme de Cognampuy, hein. 8 boisseaux de blé au Moulin Neuf, 8 boisseaux de seigle, 3 sacs et 2 boisseaux de blé au Moulin de la Ville, 3 sacs et 2 boisseaux de seigle, là on ne mentionne pas la provenance, 3 sacs et 2 boisseaux de blé au Petit Moulin, c'est le moulin braisé, hein. 2 sacs, 2 boisseaux de seigle, 5 sacs et 3 boisseaux de métail, c'est le blé mélangé, qui est attaché au cens. Donc le cens, c'est ce que payent les paysans qui ne sont pas propriétaires de leur terre, ils sont en quelque sorte en bail à vie auprès du Seigneur et moyennant une rente perpétuelle qu'on appelle le cens. Hein. Il y a encore en avoine réduite à la mesure de Metz, car Metz avait sa mesure, hein, 5 sacs et demi, 12 poules, à 10 sols. Et il y avait encore du cens en argent. Cens, ça s'écrit C-E-N-S. Hein, C-E-N-S. Voilà, le tout faisant 812 livres, 10 sols et 9 deniers. Mais ça a servi à l'évaluation de la seigneurie de Saint-Médard au moment de la vente des biens du clergé sous la Révolution française. Voilà. Ah. Ah. Si, les livres, c'est l'unité de compte. C'est l'unité de compte. Des revenus importants ou pas? 800 livres, c'est déjà pas mal, oui. Oui, je suis pas économiste. Peut-être qu'il y a des gens qui savent la conversion. Les livres. Une livre, c'est un franc. C'est un franc or, voilà, ouais, c'est un franc or. Ouais, voilà, ouais. Ah non, c'est un louis d'or. C'est un louis d'or, hein.
Écoutez, je vais vous raconter une histoire qui n'a pas à voir avec le prieuré Saint-Médard, mais je me souviens, dans mon enfance, il y avait des paysans de Vers-sur-Essonne qui sont venus chercher de la paille à la ferme, ou du fourrage à la ferme, chez nous, chez moi, hein, et ils ne savaient pas trop comment ils allaient payer. Et à la fin, ils ont dit « Oh, ben, on va vous donner un louis !» Hein? Donc ça valait quand même quelque chose, le louis. Hein. On va vous donner un louis, voilà. Alors non, c'est la livre. C'est la livre. Alors oui, le H, c'est le symbole de la livre. Oui. Vous savez, la livre, c'était une unité virtuelle. On n'a jamais vu un assignat ou une pièce avec marqué une livre dessus. Voilà. C'est des francs ou des écus, mais c'est pas. Les premiers francs sont arrivés, c'est des livres qui ont été frappés pour payer la rançon de Jean de Lebon. De Jean Lebon, ouais. C'est ce qu'on appelle le franc à cheval aujourd'hui. Ah ouais. Est-ce qu'on a une notion de ce que ça vaut aujourd'hui? Je voudrais comparer un livre avec aujourd'hui, ça voudrait quoi en euros? Parce qu'un louis, ça vaut. Quand on a converti à la guerre de 14, les louis, c'était 20 francs. Aujourd'hui, Là, je vois une boule, ça coûtait une demi-livre. 1 gramme d'or vaut environ 100 euros. C'est ça. Pour 6. Et un louis, ça fait à peu près 300-400 euros. Hein, à peu près. Oui, c'est ça, oui, en gros. Donc là, ça Oui, largement. multiplié par 4. Alors, je vais conclure en vous disant quelque chose dont on a pris connaissance, pris conscience récemment. Le petit bas-relief, C'est pas un bas-relief, hein. c'est un haut relief, oui, qui est au-dessus du portail de Saint-Médard, peut-être provient du prieuré. Premièrement, cette petite sculpture, pour parler, oui, là, sur le portail de l'église, on peut dire n'a rien affiche là, si on veut, parce que c'est une pierre c'est du calcaire, c'est fragile, c'est exposé au vent et à la pluie, ça se dégrade d'ailleurs, hein, et c'est visiblement quelque chose qui a été démonté, puis remaçonné à cet endroit pour pas le perdre, hein, plutôt que de l'envoyer, je sais pas où, à la poubelle, on le met là parce quand même on se dit c'est beau et il faut pas le perdre. Voilà. Alors, Quand il a été classé, il était... oui, ceux qui ont classé cette déploration au pied de la croix ont bien fait attention de dire il était déjà là, mais c'est une retransplantation, quoi. Hein. Et donc, ça paraît assez naturel que le lieu où il était avant, c'était dans la chapelle du prieur, la chapelle privée. Dans le prieuré Saint-Médard. Ouais, bon, je suis sûr de rien, mais en histoire, on n'est jamais sûr de rien. On échafaude, on essaie de trouver si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est faux, faut bien reconnaître. Si c'est vrai, voilà. Et c'est pas impossible. C'est pas impossible que dans ce... Voilà. Si vous avez bien suivi tout ce que je vous ai raconté, les Hureaux, qui sont des gens bien en vue, qui vont à la cour, voir François Ier au XVIe siècle, qui est à Fontainebleau très souvent, et ils ont peut-être fait sculpter par quelqu'un qui serait peut-être un élève de Della Robbia, pourquoi pas... Ouais, voilà. Enfin, quelqu'un qui sait travailler, un ornemaniste, imagier, qui travaille à Fontainebleau, et qui leur a fait ce petit haut relief, et le prieur comme mandataire de Metz, Hureau,
fréquentant la cour, et Fontainebleau a peut-être trouvé très bien de mettre dans sa petite chapelle privée du prieuré Saint-Médard cette jolie sculpture. Elle est dehors, il aurait fallu la conserver. Ah oui, ça serait très bien. Ça serait très bien de la conserver plutôt dedans. Ça, c'est sûr que. Plus à hauteur visible. Oui, parce que c'est une sculpture très précieuse. Alors, Jean-Claude peut vous parler longuement de ça, mieux que moi d'ailleurs, parce que c'est. D'abord, on a cru longtemps que c'était une déposition de croix. C'est pas vrai, c'est une déploration au pied de la croix. Lamentation. Ouais. Là, elle est très belle, c'est dommage qu'elle s'abîme. Voilà, oui. Merci, Dominique. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a des traces brunes qui peuvent être des traces de brûlure. On sait la dater Ah oui. avec précision. On sait la dater. Ah oui, ça. Alors là, pour Tu- moi, il n'y a aucun doute, c'est le premier tiers Du XVIe siècle. Ouais. Et puis, comment dire, c'est contre-expertisé parce que plusieurs fois on m'a dit, voilà, hein, il n'y a pas que Jean-Claude qui le dit. Si des fois vous avez un doute, je peux vous dire, à chaque fois qu'on pose la question, oui, ça c'est début XVIe. Hein. À cause notamment des deux pilastres très, très Renaissance qui sont à droite et à gauche. très italien. Oui, c'est très italienisant. Hein. Voilà. Et elle a été mise là, en quelle année? On sait à peu près? Dit Non. Non, mais moi je dirais, quand, Avant 1907. C'est tout ce que je sais. oui, parce que c'est à l'estimation des biens qui est faite à cette époque-là. On l'a dit tout à l'heure. Mm. Je pense qu'elle a été démontée avant. Oui, Au moment où elle était. fin 18e, à la démolition du prieuré. Oui, Peut-être. On sait pas. Voilà, on avait émis aussi l'hypothèse qu'elle vienne du château de Metz. Moyennant quoi, bien du prieuré, oui. ça veut dire qu'elle a été récupérée du prieuré et installée là oui, presque aussitôt. oui, parce que oui, certains. Non, Alors, elle a été gardée là. ouais. Alors, Elle est restée à traînasser dans un grenier, comme c'était souvent le cas. Puis un jour, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a quelqu'un qui a eu l'idée, bah, pourquoi pas la mettre sur le tapon? oui, non, mais il faut savoir que l'intérêt pour les monuments du Moyen Âge, c'est tardif. Hein. Au XVIIIe siècle, il y a des gens qui détestent ça, il y en a qui commencent à s'y intéresser, mais ils ne sont pas majoritaires. Et puis vient, après la Révolution, tous les romantiques qui travaillent, qui commencent déjà à faire classer le plus gros, à faire classer Vézelay, des choses de ce genre. Mais bon, Metz n'est classé qu'en 1920 et quelques, 24 ou 27, je ne sais plus. Voilà. Mais bon, tout le 19e quand même est consacré à protéger et à... voilà, ouais. Donc du prieuré, il ne reste que ça. C'est une hypothèse. Ce serait... Voilà, je vous réserve je vous en réserve la primeur aujourd'hui, si vous voulez. C'est son hypothèse et il a parti.